Bonjour à tous et bienvenue pour une 7e retransmission d'un débat du bar refait le monde. Donc c'est la rentrée, enfin déjà depuis un petit moment, donc on reprend ces petits débats sur un thème d'actualité, en l'occurrence aujourd'hui la Syrie. Et pour commencer, eh bien je vais présenter tous nos intervenants. Donc en premier lieu il y a moi bien sûr, sinon il y a Guy York, Bonsoir. Captain Follet, Bonsoir. Vauban, Bonsoir. Impala, Bonsoir. The Rai Bonsoir. et Saganami. Bonsoir. Donc si vous avez suivi le dernier débat, donc le 6e du bar refait le monde, on va fonctionner sous la nouvelle formule grâce à la bonne initiative de Vauban, c'est-à-dire une petite présentation succincte, là c'est moi qui vais m'en charger, du contexte, et ensuite on débat. Puis à la fin, une petite FAQ et quelques questions sélectionnées pour compléter un peu et peut-être rendre plus accessible notre propos. Voilà. Donc trêve de palabres et rentrons immédiatement dans le vif du sujet, donc à savoir cette guerre civile syrienne qui dure depuis un petit moment déjà, puisque on s'en souvient, elle avait commencé début 2011 avec par quelques manifestations pacifiques contre le régime de Bachar al-Assad. C'était le 15 mars 2011 et ça faisait écho au printemps arabe qui secouait alors toute la région. Le problème, c'est que cette manifestation pacifique, eh bien, a rapidement été réprimée dans le sang par les armes, par le régime de Bachar al-Assad, et que c'est ensuite va dégénérer en guerre civile complète, opposant donc des différentes formes, et notamment qui remontent au schisme entre sunnites et chiites. Il faut savoir que Bachar al-Assad provient d'une secte, à entendre par secte branche de la religion, enfin de l'islam chiite, c'est-à-dire les alaouites, et à côté on a toute une partie de la population qui est sunnite. Et il y a vraiment cet affrontement qui remonte donc au premier temps de l'islam qui va se caractériser donc entre les rebelles plutôt sunnites qui vont s'opposer donc à Bachar al-Assad et les alaouites qui lui restent fidèles. En plus de ça, histoire de compliquer déjà cet amalgame détonnant, on a aussi des communautés kurdes qui se retrouvent un petit peu au nord-est de la Syrie, et ça résulte une guerre civile qui dure déjà depuis 2 ans, mais qui a récemment refait parler d'elle avec cette fameuse histoire des armes chimiques. C'est-à-dire, on a retrouvé un massacre qui est imputé aux forces du régime, et qui a été, après vérification de l'ONU, eh bien, attesté que c'était des armes chimiques qui avaient été utilisées. Donc on a gazé la population, quoi. C'est toujours très sympathique. Et le fait est, donc, on a eu ce grand coup de la diplomatie occidentale qui a tapé du poing sur la table et qui a menacé, donc France et États-Unis en tête. Nous allons intervenir, vous faire une frappe pour vous punir. On sait que ça s'est pas passé comme ça. Au final, ils ont temporisé et puis la diplomatie russe a repris le conflit en main simplement en supervisant la destruction et l'encadrement de ces armes chimiques afin qu'un tel incident ne se reproduise plus. Du coup, les États-Unis sont sortis par l'issue de secours et la France a sauté par la fenêtre. Voilà, grosso modo, c'était ça. Heureusement, c'était au rez-de-chaussée, donc la diplomatie française s'en remettra, mais toujours est-il qu'on est donc de nouveau dans la guerre civile continue. Bachar al-Assad mène ses petites exécutions, ses petites frappes, etc. Les rebelles font de même, mais il n'y a pas vraiment de camp de gentils ou de méchants, puisque les exactions concernent les deux camps. Puis au milieu de tout ça, comme je l'ai dit, on a un troisième camp un petit peu moins prononcé, dont on parle beaucoup moins, mais qui pourtant existe, c'est le camp kurde. Donc voilà, c'est à peu près, vraiment très rapidement, ce que je pouvais dire sur la situation. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Vous me corrigez sinon? Vous me châtiez? Non? Il ne manque pas les copes. Non, ça va. Juste, je voulais rebondir sur le grand coup de la diplomatie occidentale. Non, pas occidental. Comment dire? Grand par le pataquès qui s'en a suivi, mais au final c'était une fin un peu en queue de poisson. C'était une balle dans le pied. Mais ça justement, on va pouvoir affiner ça, parce que là j'ai proposé une vision qui n'était pas totalement neutre, puisque j'ai quand même donné un petit jugement, et on va pouvoir justement maintenant discuter, et si tu veux revenir justement Saganami sur au final comment s'est débrouillée notre diplomatie, la diplomatie états-unienne, pour gérer cette crise en quelque sorte. Alors, pourquoi est-ce que selon moi c'est un pétard mouillé dans le sens que si on voulait intervenir, on avait d'abord Bachar al-Assad qui atteint quand même le score de 100 000 morts, ce qui est pas négligeable. On a rarement vu autant de morts dans un conflit ces derniers temps. Et ensuite,
on a l'ASL, donc l'armée syrienne libre, qui est la Syrie que les Occidentaux reconnaissent depuis qu'on a quitté que nos ambassades ont quitté la Syrie de Bachar el-Assad. Et on considère que l'ASL est notre allié. Dans ce sens-là, on avait un casus belli très simple, de se dire bon bah on intervient pour soutenir un allié. Exactement ce qu'on a fait au Mali par exemple. Or là, on s'est concentré sur les armes chimiques, un casus belli qui ne veut plus rien dire depuis notamment l'affaire de l'Irak en 2003, mais encore plus depuis la guerre Iran-Irak qui s'est passée au début des années 80 et qui avait fait 1 million de morts avec usage des armes chimiques et tout, et personne n'avait bougé le petit doigt. Et entre guillemets, ça fait jurisprudence dans le droit international. Et il était évident que ce casus belli des armes chimiques allait se faire complètement attaquer par, entre autres, la Russie qui n'a jamais voulu d'occidentaux en Syrie, quoi. C'était très malhabile de la part de la diplomatie française et américaine. Pour revenir sur ce que tu disais par rapport au jeu des alliances, c'est vrai. Je pense par contre que il y a le facteur russe qui joue, c'est-à-dire que le gouvernement de Bachar el-Assad étant allié de la Russie, on pouvait pas utiliser dans ce cas de figure le jeu des alliances pour justifier une invasion, puisque la Russie pouvait faire de même contre la rébellion. Ouais, bien sûr, mais diplomatiquement, c'était moins attaquable que le coup des armes chimiques. Surtout que c'était une perche tendue qu'on a bien vu. Poutine, il nous a fait le coup du ah bah oui, il y a des armes chimiques, on va superviser le démantèlement sous supervision de l'ONU et tout. Je veux dire, dans l'optique où on cherchait un casus belli pour une intervention, hein, je me fais l'avocat du diable. Clairement, c'était lui donner le bâton pour se faire battre en disant bon bah voilà, on leur laisse une porte, et ils l'ont exploité très bien, et c'était complètement stupide selon moi. Non, mais je voulais... Ouais, vas-y. Eh ben, moi, je te dis, beaucoup d'analystes internationaux pensent que c'est plutôt, c'est des négociations secrètes enfin plus ou moins secrètes entre les Russes et les Américains qui ont sur les armes chimiques justement. En fait, c'était plus ou moins, en fait, ils négociaient plus ou moins ensemble là-dessus, et que justement pour trouver une solution depuis plusieurs mois apparemment. D'après le Canard enchaîné, ils disent que depuis plusieurs mois la Russie et les Américains se parlaient sur ce sujet, et que justement en fait c'était un peu genre un coup de pied, les Américains qui donnaient un petit coup de pied sous la table aux Russes pour leur dire hop sors ça et hop. C'était ça en fait un peu d'après les gens. En tout cas, Ouais. pour nos démocraties, en tout cas occidentales, etc., notamment pour la France, ça a posé un gros souci aussi parce que l'opinion publique n'était pas majoritairement favorable, que des personnes de tous bords politiques se sont mis à taper dans le dos du gouvernement. Certains ont même contesté la légitimité du président en tant que chef des armées. Enfin bref, c'était tout sauf avantageux pour nous en tout cas cette décision. On s'est heurté quand même à un problème épineux. En même temps, la géopolitique, c'est pas les affaires des opinions. Habituellement, on sait très bien que dans l'histoire récente, il y a pas mal d'interventions qui ont eu alors que l'opinion était très défavorable. Ah, mais c'est toujours l'ambiguïté par rapport à nos démocraties, c'est que pour pouvoir mériter encore de s'appeler réellement démocratie, on est bien obligé d'écouter un minimum ce qui se passe dans les sphères de la plèbe et pas seulement dans les hautes sphères patriciennes, pour prendre un petit parallèle avec la Rome antique. Donc forcément, à partir de ce moment-là, il faut quand même que l'opposition ne soit pas trop marquée non plus pour éviter surtout quand on est dans le cas d'un gouvernement comme celui qui est en France actuellement, qui bat des records d'être dans le rouge au niveau sondage d'approbation, etc. Tu penses que le casus belli des armes chimiques a été avancé en se disant bah c'est des armes de destruction massive, les gens vont se dire ah c'est intolérable tout ça. Tu penses déjà, vraiment que ça déjà je dirais ce serait encore passé plus mal encore si ça avait été une alliance. C'est-à-dire on soutient les rebelles, on se lance peut-être baisser dedans, ce serait encore à mon avis passé de manière pire, ça aurait été pire.
si ça avait été ça, et qu'ils ont peut-être tenté à celui de dire qu'ils allaient ainsi obtenir peut-être une légère majorité, ou en tout cas qu'il n'y ait pas trop de majorité qui se décide, pour avoir ensuite le champ libre. Donc ils cherchaient à mon avis peut-être au niveau du gouvernement à jouer un petit peu les équilibristes. C'était d'ailleurs assez instable, justement en essayant, en avançant cet aspect un peu sentimental des armes chimiques, de mieux faire passer la pilule. Au final, c'était peut-être pas une bonne option, mais je pense qu'il y avait quand même ça qui rentrait en ligne de mire pour que d'un coup, on avance ça et qu'on s'en serve comme Saint Graal pour envahir et intervenir. Je pense qu'il y a eu un momentum où ça aurait été possible d'intervenir, de rallier les opinions publiques pour justement intervenir en Syrie. Mais là, c'était déjà passé. Surtout le cas des armes chimiques, on nous l'avait déjà fait. C'était à ce moment, il y avait eu un gros massacre, il y avait eu des enfants et tout, il y avait eu pas mal de reportages et tout, mais c'était l'année dernière. Je sais plus quand c'était. Il y a eu un gros moment de tension avec la Russie. C'était au moment des présidentielles, peut-être? Non? Comment? Moi, je pense que on peut pas négliger le facteur russe, c'est-à-dire que ça a toujours été dans la zone d'influence russe, et que par rapport à ce principe, les Occidentaux savent que ça sera très mal diplomatiquement avec ce pays si jamais on intervient en Syrie. C'est pour ça qu'ils essaient d'avoir, on va dire, un casus belli à peu près potable dans les normes de l'ONU, sachant que ça a foiré à chaque fois de ce point de vue-là. Alors moi, je serais pas d'accord avec toi, sachant que si on regarde la Syrie d'un point de vue géopolitique, clairement, je vois la Syrie comme un verrou, un levier sur la façon dont on orienterait les flux géopolitiques comme les flux énergétiques entre l'Europe ou justement la Russie. Si on vient mettre notre nez à ce point-là en Syrie, c'est parce que c'est justement sur un des tracés des gazoducs qui vont des monarchies du Golfe jusqu'à l'Europe, en passant par la Syrie, l'Irak, puis la Turquie. Dans un sens, dans cette opposition géopolitique, un clivage qui est de plus en plus palpable, notamment quand on regarde ce qui s'est passé en Ukraine, la Russie est clairement dans un clivage. On ne pourra pas régler ce clivage géopolitique sans à un moment taper du poing sur la table contre les Russes, parce que eux, ils ont exactement l'objectif inverse. Ils veulent canaliser le flux géopolitique de leur côté. Alors, je dirais que c'est vrai ce que tu dis. Après, il faut pas oublier que l'Arabie Saoudite a dernièrement proposé justement d'annuler le tracé du gazoduc si la Russie ne posait pas son veto à l'ONU, ce qui n'a pas entraîné. Je pense que le problème, c'est que de la Russie par rapport à la Syrie, c'est que c'est même pas une histoire d'alliance. Donc oui, il y a un intérêt géopolitique. La Syrie, pour la Russie, c'est un accès à la mer Méditerranée. C'est aussi diplomatiquement un allié sûr au Proche-Orient. Et il y a des raisons de politique intérieure derrière le choix de soutien de Moscou au régime de Damas. Il y a les chrétiens d'Orient qui sont assez nombreux sur le sol syrien, qui comptent beaucoup pour la population russe, qui est très proche d'eux, et qui pensent que si les sunnites montent au pouvoir, ils risquent d'avoir des massacres sur ces populations. Et il y a le problème tchétchène, c'est-à-dire qu'il y a des combattants tchétchènes qui sont présents en Syrie et qui risquent de revenir après en Russie. Donc c'est une menace directe sur leur propre territoire. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la Russie risque d'être un gros obstacle et on peut pas se passer d'elle a priori sur le dossier syrien, ou alors ce serait vraiment lui planter un coup de poignard. Je suis assez d'accord. Après, moi, je vois plus la Syrie dans un point de vue géopolitique à moyen terme, voire à long terme. Faut savoir que la Russie est en train de regagner en puissance. Je sais pas si c'est dû à Poutine ou pas, on pourra en discuter une autre fois.
Mais le fait est que, notamment en Europe de l'Est, elle essaie carrément de regagner ses anciens dominions. J'ai parlé de l'Ukraine, on peut parler de la Pologne, qui est régulièrement en vive discussion avec Moscou, toujours via le biais énergétique. Et à chaque fois, on s'aperçoit que dès que Moscou tape sur le poing sur la table, tout le monde se tait. De son côté, l'Union européenne, elle a vraiment des problématiques vis-à-vis des pays de l'Est, hein, à savoir qu'elle s'est étendue dans les pays des pays de l'Est via l'Union européenne, mais justement, ces tensions commencent à apparaître de plus en plus et c'est vraiment pas pour faire ses affaires. Je citerai par exemple sur le cas ukrainien, quand Moscou a pas été content de la politique ukrainienne, ils ont coupé le gaz et du coup l'Union européenne s'est retrouvée sans gaz. Elle a perdu 33% de ses approvisionnements au gaz du jour au lendemain et ça a vraiment fait beaucoup de problèmes. Nous en France on l'a pas trop vu, mais en Allemagne ça avait vraiment grogné dans ce sens-là. C'est que et je pense vraiment que la Russie est un de ces leviers qu'il va falloir régler. Et la Syrie est typiquement le dossier parfait pour régler ces problèmes-là. Soit justement il y a intervention et donc on sécurise une partie de cette situation, soit au contraire on laisse libre champ à la Russie en Syrie et comme ça on obtient des contreparties. À voir. Je pense qu'il se joue quelque chose de très très important aussi. Moi, je pense qu'une intervention, ce serait une erreur dans le sens où je pense qu'il faut pas s'imaginer des trucs genre une troisième guerre mondiale à cause du dossier syrien. C'est pas du tout. Ah non, mais je parle pas de ça. Non, par contre, pense que il est clair qu'on était dans une période de tension, c'est monté assez haut par rapport à ce qu'on avait vu précédemment entre la Russie et l'Occident. Et la diplomatie russe a quand même dit qu'en cas d'intervention, ça irait jusqu'à la crise des missiles de Cuba. C'est pas rien. Je pense sincèrement qu'ils sont capables de faire monter les enchères très très haut et arriver à une guerre de procuration en armant des possibles mouvements, même après l'arrivée des Occidentaux pour sécuriser le terrain. Il faudra de toute façon négocier le dossier syrien, qu'on intervienne ou pas, et donner des contreparties à Moscou, puisque foncièrement, comme je l'ai dit, avec les Tchétchènes, ça soulève le problème du fait que ça touche directement finalement leur territoire intérieur. Ouais, donc je me permets de revenir aussi sur l'intervention. Sur une possible intervention, c'est vrai, je rejoins la position de Saga. Donc une intervention maintenant, c'est trop tard. Il fallait suivre l'opinion, comme ils l'ont dit. On avait le casus belli, on n'avait pas besoin forcément des armes chimiques pour intervenir. On est quand même là à 110 000 morts. Alors qu'on avait un moment, on voyait partout dans la presse les morts. On disait c'est pas possible, il y a tout le monde dit c'est pas possible, il y a tout le monde qui meurt, faut intervenir. Donc maintenant c'est sûr que les positions de chacun et notamment des opposants russes sont solidifiées, que Bachar sait très bien qu'il a les Russes qui le soutiennent derrière. Il se permet de blaguer en disant par exemple en revenant sur le cas du démantèlement des produits chimiques, il avait dit bon je résume que les Américains comme c'était cher ils avaient qu'à le faire, que ramener les armes chez eux car c'était leur sol que ça risque de polluer. Et par contre, pour revenir sur les gazéoducs, je sais plus, que Saga a cité, et qui passent par la Syrie, est-ce que vraiment ils veulent canaliser de leur côté les gazoducs, sachant qu'ils ont une production, ils sont quasiment autonomes en gaz. Alors est-ce que c'est un enjeu véritablement majeur pour eux? Bonne question, il n'est pas là. Je pense que déjà, il y a la volonté que la Russie veut, si elle veut jouer un poids, notamment en Europe de l'Est, etc., et pas seulement dans ses frontières,
elle a besoin de tenir des positions stratégiques comme ça, puisque de toute façon, c'est toujours mieux aussi si tu peux utiliser des ressources énergétiques du voisin et pas puiser uniquement dans les tiennes. Enfin, la Russie a peut-être ce jeu-là aussi à tenir, même si c'est vrai que c'est très américain aussi, comme façon de prendre. Pour répondre à la question énergétique en Russie, ils ont du gaz à plus savoir qu'en faire. C'est potentiellement un des plus grands réservoirs mondiaux, même si encore aujourd'hui les géants c'est l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Mais clairement le gaz c'est pas un problème pour eux. Surtout qu'ils se servent énormément de ça pour justement pouvoir obtenir des pressions diplomatiques sur l'Europe de l'Est ou potentiellement sur la Chine. Alors ça, c'est pas encore arrivé. Après, la Russie, même s'ils ont une démographie en berne, ils ont d'autres problèmes, le pétrole notamment. Le pays est en pleine reconstruction et il va falloir qu'ils se posent sérieusement la question de leur approvisionnement énergétique en pétrole, charbon, principalement pétrole et charbon. Alors, pour te couper, faut savoir que la Russie est première producteur de gaz et a apparemment des ressources assez gigantesques en charbon et en pétrole. Le problème étant que comme le pays est en reconstruction, ils n'ont pas forcément les moyens de l'exploiter, mais potentiellement ils sont parfaitement capables d'être autonomes énergétiquement dans n'importe quel domaine. Justement, les principaux bonus économiques en ce moment, c'est réalisé parce que ils exploitent des ressources qu'ils n'exploitaient pas avant en pétrole, en charbon. Charbon notamment vers la Chine qui est grosse demandeuse. Et ils aimeraient bien aussi dans ces domaines-là pouvoir aller sur le marché européen notamment. Et dans ce cadre-là, ils rentrent encore une fois en concurrence avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Leur avantage pour le moment, c'est que comme le gaz, ils ont une voie d'accès à l'Europe qui est sécurisée, alors que le Qatar et l'Arabie Saoudite, ça peut potentiellement être gêné par des problèmes géopolitiques, géostratégiques. Et du coup, dans ce cadre-là, évidemment, la Syrie, pour eux, c'est un gros avantage parce que tant que Bachar tient le pays, il n'y aura pas de gazoduc, il y aura pas de commerce en Méditerranée par les ports. Par contre, la question que je me pose personnellement, c'est est-ce qu'un gazoduc est vraiment réalisable, même si Bachar tombe, parce qu'on sait que la région est partie pour être déstabilisée durant un moyen et long terme. On sait que la guerre civile ne se terminera pas avec la chute de Bachar el-Assad. Il est probable que les minorités alouites et même certains autres groupes se battront alors que le mouvement sunnite se radicalise de plus en plus. Et on tombera peut-être sur un scénario à la Liban où il sera impossible de faire quoi que ce soit parce que ça pètera dans toutes les directions, il n'y aura pas de pouvoir centralisé stable. Ça, je pense que ça dépend de nos actions, entre guillemets. Actuellement, on s'est contenté de donner des armes par des intermédiaires, comme le Qatar et l'Arabie Saoudite. Alors, eux, ils sont pas fous, ils vont pas les donner à n'importe qui. Ils les ont donnés aux composantes de l'ASL qui leur étaient le plus favorables, notamment les salafistes et les intégristes, les frères musulmans. Enfin bref, toute la mouvance islamiste, même si évidemment il donnait à l'ASL. Il s'est posé pendant un petit moment la question si on devait les donner directement. Je pense qu'il était temps de se la poser, honnêtement. Quitte à soutenir l'ASL, autant choisir à qui on va les donner et pas à n'importe qui. Après, on a peut-être la question du Kurdistan, qui est de plus en plus importante. Faut savoir qu'aujourd'hui la Syrie elle est coupée en trois. On a grosso modo à l'ouest
le régime de Bachar, soutenu par le Hezbollah et les chrétiens. Ensuite, on a au centre l'ASL, qui est composé, qui est un espèce de patchwork entre notamment majoritairement, logiquement, les démocrates, les libéraux, mais aussi évidemment les groupes islamistes ou plus simplement les musulmans orthodoxes, dirons-nous. Et à l'est, on a les Kurdes qui ont déclaré leur autonomie. Franchement, je suis tombé des nues d'un seul coup en disant tiens donc. Et ils ont déclaré une forme d'autonomie et personne les a trop embêtés dans leur projet. Faut savoir qu'on est assez amis, l'Occident est relativement ami avec les Kurdes en général. Ça pourrait être un coin tranquille entre guillemets si on veut avoir un axe géopolitique passant par la Syrie. Le problème, c'est qu'il me semble que le Kurdistan n'a pas accès à la mer. Je me trompe, mais il me semble qu'ils ont pas, c'est pas dans leur plan. Oui, bien sûr. Le Kurdistan, ça va être, c'est une population qui est à cheval sur la Syrie, l'Iran, l'Irak, et évidemment le problème, c'est la Turquie, où ils sont particulièrement réprimés. Donc, il n'y a pas d'accès à la mer. D'accord. Donc, sinon, il y a encore des personnes ici qui n'ont pas donné leur avis, donc on peut peut-être aussi les écouter, parce qu'après tout, c'est passionnant vos interventions, mais on a quand même la chance d'avoir pas mal d'intervenants, donc faut pas hésiter à rebondir sur ce qui a été dit, histoire aussi de varier l'approche et d'explorer certains points qui n'ont pas encore été vus, puisque c'est un conflit assez vaste qui englobe beaucoup d'objectifs et différents, donc si quelqu'un veut ajouter sa petite pierre à l'édifice, qu'il n'hésite pas. Ils sont timides, faut pas leur en vouloir. Ouais, je vois ça. Ouais. Bah, en fait, moi, je trouve pas grand chose à rajouter parce qu'ils ont un peu dit un peu tout ce qu'il y avait à dire, donc. Pourtant, je suis pas d'accord. Il y a des trucs à dire, notamment au niveau du conflit Iran-Arabie Saoudite. On a vu les Occidentaux contre la Russie pour le moment. Je pense qu'il y a un autre conflit qui se joue qui est peut-être encore plus important et plus terrible. C'est entre les chiites menés par l'Iran et les sunnites menés par les monarchies du Golfe, qui sont carrément en train de se faire la guerre par procuration en Syrie. Il y a des Iraniens, le Hezbollah, les milices irakiennes chiites qui soutiennent Bachar el-Assad. Et de l'autre côté, il y a toutes ces mouvances islamistes qui viennent d'autres pays et qui sont soutenus par les monarchies du Golfe, qui ont, pour le moment, qui prennent le pas carrément, qui sont en train de phagocyter l'armée de libération syrienne. Ou l'armée libre syrienne. En fait, ça tombe en véritable guerre civile, hein, ce que tu dis. Guerre de religion aussi. Une guerre de religion. Il faut savoir que sunnites et chiites, on en avait parlé de la première fois sur la série. Les sunnites et les chiites, je crois que la séparation, c'est une sorte de schisme religieux dans l'islam. Ça s'est fait au 8e siècle. Non, dès le courant du 7e siècle. La définitive, il y en a eu plusieurs en fait. C'est ce qu'on appelle, c'est quoi? C'est les fitnas, je crois. C'est une bêtise. Je sais pas. Je sais que c'est l'assassinat du petit-fils du prophète Mahomet. C'est exactement ça. C'est une affaire à la base de généalogie, savoir lequel, si c'est en passant par le genre, enfin, c'est une affaire de généalogie du prophète à cette époque-là. Après, bien sûr, il y a eu d'autres différences dogmatiques qui sont mises en place, mais il faut savoir que la Syrie, c'est une région qui explose régulièrement depuis plus d'un millénaire. Donc c'est vraiment un endroit assez instable. J'aimerais rajouter un truc qui est plus récent et qui est fondamental pour comprendre la situation. Se passe durant l'époque moderne, alors donc pendant que l'Occident était en train de monter en puissance à vitesse phénoménale, au Moyen-Orient, il y avait deux grands empires. Il y avait l'empire ottoman qui reposait sur le sunnisme, et l'empire perse d'alors qui combattait l'empire ottoman.
Et il y a un chat de cet empire perse qui avait décidé de fédérer en fait tous ces peuples qui composaient l'empire autour d'une même religion. Et donc comme le sunnisme était déjà pris par les Ottomans, il avait décidé de se convertir au chiisme. Et du coup, la fracture entre chiisme et sunnisme, on peut la retrouver datant de cette époque, c'est-à-dire que l'Irak, qui était une zone de conflit entre les deux grands empires et partagée entre chiisme et sunnisme, l'Iran est bien sûr majoritairement chiite, et il y a toutes ces minorités un peu vers le Liban et la Syrie qui sont chiites. Et autrement, le reste du monde arabe est majoritairement sunnite. Donc c'est un problème qui est vieux de plusieurs siècles, voire même de plus d'un millénaire, donc forcément ça devient encore plus difficile, hein, d'autant que comme on l'a vu comme ça a été dit précédemment, l'armée syrienne libre, elle est vraiment une force composite, un amalgame de troupes en tout genre, donc aux motivations très diverses. C'est aussi pour ça, à mon avis, que l'opinion publique occidentale n'était pas vraiment favorable à lutter contre Bachar al-Assad, parce que ce qu'il y avait derrière, on n'était pas vraiment assuré du résultat. Alors que là, on même au sein de nos alliés, parce qu'on parle pas, mais il y a de l'allié des États-Unis dans la région Israël, qui n'a pas du tout intérêt à voir les extrémistes de tout poil prendre le pouvoir en Syrie, hein, c'est le cas de le dire. Donc Israël venait d'avoir une petite frayeur avec les frères musulmans installés en Égypte, frayeur qui s'est dissipée avec l'intervention de l'armée. Mais la Syrie potentiellement a la capacité de devenir un deuxième Liban encore pire, sachant que le Liban, avec le Hezbollah, est une bête noire d'Israël. Et le fait est qu'Israël n'a pas du tout envie de voir la Syrie passer aux mains d'extrémistes religieux. Bah, elle a un peu le cul entre deux chaises, entre le Hezbollah qui est allié de Bachar el-Assad et les fanatiques dont parfois font partie la SL. Voilà, elle sait pas sur quel pied danser. J'ai cru comprendre qu'ils avaient détruit quelques dépôts d'armes, mais c'est tout quoi. Ils sont loin d'être aussi avancés dans le dossier syrien que certains veulent nous faire croire, clairement. Alors si, il y a eu quelques temps, il y a eu le conflit diplomatique avec la Russie sur la question des S-300. Ah ouais, mais les S-300 c'est permanent en ce moment. Avec l'Iran, il y avait eu cette histoire aussi. D'ailleurs, pour parler d'Iran, il y a aussi quelque chose de très important qui est en train de se passer. C'est les retombées de l'élection iranienne. J'ai cru comprendre que l'actuel président iranien, aussi verrouillé puisse-t-il être par les ayatollahs, apparemment a émis la volonté de discuter avec Washington, ce qui est relativement nouveau, quoi. Oui, c'est Hassan Rouhani, ouais. Et avec Hollande aussi, avec François Hollande aussi. Non, mais je viens d'apprendre ça il n'y a pas très longtemps. En fait, il va probablement rencontrer Barack Obama lors d'un sommet de l'ONU prochainement. Ce qui sera une première depuis la révolution islamique. Ouais. Il me semble. Bah, disons que ce serait grand parce que c'est un peu le candidat sur lequel les opposants au régime des ayatollahs ont misé beaucoup, entre guillemets. Ils l'ont clairement dit, entre guillemets, tu tiens tes promesses, sinon on fout le bordel. Enfin voilà, et en gros on a vraiment l'image d'un personnage qui pourrait être ouvert à la discussion, favorable à l'Occident, et honnêtement j'attends de voir ce que va donner cette rencontre. C'est peut-être aussi dans le cadre du conflit entre guillemets avec l'Arabie Saoudite. Il cherche peut-être à se réintégrer dans la scène internationale pour pouvoir récupérer plus de force et pouvoir discuter de son cas en cas de conflit plus ou moins ouvert avec l'Arabie Saoudite. Je pense que c'est...
sont obligés de faire l'ouverture puisque leur économie est un peu. Attends, je t'entends pas là, Vauban. Je t'entends pas. Pardon. Je disais que ils sont obligés de lâcher du lest à cause de leur économie qui bat un peu de l'aile et qui entraîne forcément des conflits sociaux de plus en plus importants dans leur propre pays. Ouais, il faut faire. Je pense que sur le nucléaire, l'actuel président risque de lâcher du lest. Par contre, j'ai peur que sur le conflit syrien, ça risque pas d'être pareil puisque ça relève de la géostratégie. Et c'est beaucoup moins évident que les Iraniens lâchent du lest sur ce dossier. Mais à voir. Tant que la Russie ne lâche pas du lest, il est assez verrouillé. Non, mais il faut pas oublier que les Iraniens n'ont pas du tout envie de perdre leur influence au Moyen-Orient face aux monarchies du Golfe. Hein. Après, l'Iran est dans un tel marasme. Il faut savoir que, les Iraniens, la classe moyenne iranienne, pensent sincèrement que le printemps arabe vient d'Iran. Hein. Il y avait une grosse contestation avant les épisodes du printemps arabe et ils étaient vraiment à deux doigts de réussir. C'est eux qui ont mis en place tout ce qui est mécanique de communication par internet, par usage des nouvelles technologies sur lesquelles se sont basés notamment ceux qui ont fait le printemps arabe ensuite en Tunisie et en Égypte. L'Iran est vraiment dans une position très très particulière et à mon avis leurs impératifs c'est vraiment la sécurité intérieure. Je pense aussi, mais je pense qu'il y a une certaine paranoïa entre les deux côtés du Golfe Persique, que ce soit les Saoudiens ou les Iraniens. Bien sûr, il y a toujours le problème de la politique intérieure, mais ils ont vraiment peur de finir par se faire détruire par leur ennemi juré. Par rapport à ça, ils sont capables de s'accrocher politiquement, alors que ça peut conduire à des problèmes économiques et sociaux très importants. J'ai vu la rencontre avec entre le président et Hollande, c'est donc mardi. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment... ça, je suivrai. Hein. Ils vont se rencontrer aussi, Hollandais. Oh putain. Ouais, mais c'est assez historique, hein, vraiment. C'était depuis 2005 ou 6, je crois, un truc comme ça, qu'il n'y avait pas eu de rapprochement entre Paris et Téhéran. Quoi. C'est peut-être une des fameuses contreparties secrètes dont on parlait des discussions entre Washington et Moscou dernièrement. Hein. Pas impossible. Faut voir. Enfin, recentrons-nous comme un petit peu plus sur le cas syrien parce que c'était intéressant cette parenthèse. Il y a certains liens. De toute façon, on peut pas traiter. Oui, au Moyen-Orient, il y a tellement de liens que. Mais maintenant, on peut revenir sur le cas syrien afin d'éviter de se sortir du sujet. C'est important pour comprendre. Je pense que la dernière question à se poser avant de se dire est-ce qu'on doit vraiment intervenir ou pas, même si je pense que c'est râpé parce qu'on n'a pas le casus belli tout simplement, c'est est-ce qu'on en a les moyens. Faut se poser ce genre de questions. Ouais, en effet. L'avantage de la vente d'armes, comme ça s'est fait au début, c'est que ça nous permet d'intervenir sans le faire et de se mettre de l'argent de côté. Non, mais la vente d'armes, c'est n'importe quoi. Ça me fait penser cette histoire de vente d'armes avec les deux côtés qui vendent des armes à deux des camps. Ça fait un peu guerre Iran-Irak où on a vu toutes les horreurs qui se sont passées, personne n'a rien fait. Évidemment, l'Occident et la Russie se sont foutus plein les poches, mais au prix d'1 million de morts. Je pense aussi que c'est complètement inefficace. D'ailleurs, on voit bien que l'ASL a beau être relativement bien armée, enfin, on essaie de leur en faire passer le maximum. Ça sert à rien. Dernièrement, on pensait qu'ils avançaient et tout, et puis là, le Hezbollah est venu apporter son aide. Ils ont fait une offensive, et du coup, c'est complètement stabilisé. Je pense pas qu'on va y arriver à quelque chose, d'autant que la Russie, de son côté, fait de même. Donc, mais peut-être alors que le meilleur moyen d'intervenir tout en gardant une situation à peu près stabilisée, sans avoir forcément des extrémistes au pouvoir, ce serait de faire un peu comme en 95 au Kosovo, avec des casque-bleus au milieu qui arbitrent le conflit plutôt. Les Russes. Enfin, le Kosovo, c'est une demi-réussite.
Ouais, mais bon, ce serait mieux. Je veux dire qu'au niveau bien pour la population, on peut se dire que Bah, ça permet quand même de s'impliquer moins politiquement et géopolitiquement qu'une intervention armée avec les chars en avant, quoi. Et Je tout pense que raser. les casques bleus n'ont tout simplement aucun potentiel pour vraiment stabiliser. On a par exemple une force de casque bleu qui est au Liban depuis 2006, je crois, qui est censée démanteler le Hezbollah. On voit le résultat. Hein, ils sont... Ah non, ça sert à rien les casques bleus. Le pire étant que en ce moment au niveau discussion, le Hezbollah a menacé de s'en servir comme otage si jamais on intervient. Voilà. On l'a vu au Rwanda, c'était les casques bleus, ils ont rien fait aussi. Peut-être. Mais c'est la juridiction internationale qui veut ça, de l'OTAN, les casques bleus, ils servent à rien parce qu'on les bride. Et on les laisse pas s'exprimer comme il faut, mais après, on peut envoyer une force de l'ONU. Ouais, après, dans cette situation-là, sachant que pour l'instant l'ONU a déjà condamné les massacres commis par Bachar al-Assad, mais ça reste quelque chose de purement indicatif qui n'a guère de réalité sur le terrain. Il faut le mandat de toute façon. Et du coup, l'avis du Conseil des 5, Et vu ça que veut les dire cinq de sont la pas d'accord, Russie et de la Chine, quoi. Donc c'est mort. bah, d'ailleurs ça, on peut quand même y Chine revenir. n'est pas On peut forcément, on peut y revenir sur la Chine parce que certains s'interrogent pourquoi est-ce que les Chinois, autant la Russie, on a compris ce qui se passe, mais si la Chine, eux, refusent qu'on intervienne en Syrie, c'est avant tout. c'est parce que la Chine a une politique étrangère d'intervention, c'est tout. Voilà, ils veulent pas qu'on intervienne dans leurs affaires, alors on n'intervient pas dans les affaires du Non, dans les affaires de Ouais. n'importe qui. C'est comme l'Inde et le Brésil qui sont du non-interventionnisme. Bah, c'est ce que j'ai dit. On n'intervient pas dans leurs affaires, donc on n'intervient pas dans les les affaires des autres. C'est pas que les affaires chinoises en fait. Non, mais oui, mais c'est la C'est- motivation numéro 1. C'est le Tibet, tous ces problèmes-là. Donc, pour pas qu'il y ait de Je soucis pense chez eux, que- ils ont mis au point une doctrine générale. Je pense que c'est principalement une des répercussions de l'Irak, entre guillemets, où les États-Unis étaient intervenus sans l'aval de Façon cow-boy. la Russie et de la France, sans l'aval du Conseil de sécurité. Et ça a complètement gelé énormément de relations diplomatiques. On a beau dire, ouais, l'ONU ne servirait à rien sur ce coup-là, bah si, vu qu'on a encore les relations aujourd'hui. Bon, sinon, il y a encore quelques personnes, enfin, il y a encore, je crois, Follet qu'on n'a pas beaucoup entendu. En effet, hein. Alors, un avis sur cette position, peut-être des renseignements notamment sur l'administration américaine, sa diplomatie, si tu as quelques infos croustillantes sous la main. Je crois que l'opinion américaine, franchement, elle est assez partagée, franchement, sur cette opinion, enfin, sur la guerre en Syrie, hein. D'ailleurs, certains, ils ont surtout peur d'avoir un autre Bourbier, je crois, hein. Après, je me suis pas trop penché sur la question au niveau américain. Il y a 9% d'opinion favorable pour une intervention aux États-Unis. C'est encore plus faible qu'en France. Combien t'as dit 9. Que ça? Watch. Ah ouais. Ah ouais, ils ont été traumatisés par la guerre en Irak. Comme la guerre au Vietnam, comme la guerre au... Comme tout. Comme l'Afghan, Ouais. En effet, ça fait que les interventions dans le climat actuel sont totalement pas possibles. Et d'ailleurs, ce sursaut final qu'on a eu au travers des armes chimiques était à la fois surprenant, mais ils ont vite déchanté. Et les différents meneurs de cette intervention, puisque dans les faits, c'est un dossier tellement épineux, un tel bourbier, un guépier que si on tape dedans, bah attention, ça pique. Non, mais les Occidentaux se sont dit aussi qu'il fallait faire forcément quelque chose de même pour le geste, quoi. Ils pouvaient pas. Ouais, mais du coup, enfin, je vois par exemple comment moi-même en tant que citoyen français, j'ai vécu. Il y a un jour, Hollande tape du poing sur la table et dit on va intervenir. Le lendemain, l'affiche numéro 1 des médias, c'est il est urgent d'attendre. Je pense qu'ils sont quand même enflammés un peu vite.
quoi qu'on dise. Je pense qu'on a trop attendu. Si la vous voulez diplomatie intervenir, française fallait s'est le faire faite avant. doubler, hein. Comme les Guignols, donc les raids capturés, mais le Canard enchaîné l'a relevé aussi. En fait, depuis le début, je l'ai déjà dit, on pense que depuis le début, les États-Unis et la Russie négocient un peu ensemble. En fait, Obama a tapé du poing sur la table pour continuer, je pense, ces négociations. Je pense, c'est pour dire on n'hésitera pas, tout ça. Alors qu'en fait, il était toujours en train de négocier avec Poutine là-dessus. Enfin, avec Poutine. Donc voilà. la France a mis ses grosses paluches Et du coup, la France a mis les pieds dans le plat diplomatique et après elle s'est retrouvée toute conne quand Obama a dit bah non, c'est pas vrai. C'est ça aussi, enfin bon. On n'est pas non plus dans les hautes sphères de la diplomatie française, mais bon. On a quand même le 3e réseau diplomatique. Ouais, mais en tout cas, il est sûr que là, on a pardon. peut-être pas œuvré pour le mieux. Après, pendant pas mal de temps, sans être fiché, mais totalement, quasiment, c'est sûr que c'était un comeback un peu surprenant et puis un peu, au final, un petit peu désastreux. En tout cas, il y a un bilan mitigé à l'arrivée. Et Je voilà. pense qu'il faut attendre mardi pour en savoir un peu plus. Là. Je pense aussi, donc on va Justement, peut-être, avec à part si quelqu'un a un dernier avis, peut-être qu'on va en rester là, tout simplement, et qu'on va passer juste peut-être aux 3 questions que j'avais relevées, sachant qu'on a déjà en partie répondu. Eh bien, vas-y. Donc la première, c'est tout. Là, c'est encore une fois des questions prises sur le bar des mégalos, une conversation Skype, parce qu'en fin de compte, la prochaine fois, il faudra qu'on mette en place un système de questions dans les commentaires ou je sais pas quoi, enfin, faudra que je gère ça. Sinon, donc la première, c'était donc de Ition. Le truc, c'est qu'on peut pas vraiment aider les rebelles sans aider Al-Qaïda, non? C'est sûr que on sait pas forcément où partent les armes. On les envoie aux rebelles, mais après, vu qu'il y a des vols, trafic d'armes par-dessus, par exemple. Alors, pour moi, la première chose à voir, c'est que Al-Qaïda, ça n'existe plus. C'est ça. C'est une marque, ça fait tendance, mais ça n'existe plus réellement. Il y a pas, c'est pas structuré, il n'y a pas un immense réseau, etc. Non, c'est. En même temps, de base, c'est pas structuré, c'est le principe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que par extension, Ition veut parler des groupes djihadistes. Oui, bien sûr. Mais voilà, de mouvements islamistes. Al-Qaïda, c'est une étiquette pour se référer à ce mouvement qui n'existe plus, ou alors peut-être quelques talibans perchés ou je sais pas quoi. Mais c'est sûr. Hein. Non, mais je pense que ce qui est difficile en fait, c'est que l'armée syrienne libre dépend beaucoup des monarchies du Golfe qui, comme Saga Nabil a très bien dit, tendent à soutenir les éléments les plus extrêmes, on va dire, ce qui n'est pas du tout dans nos intérêts. Donc ça va être très difficile de réussir à soutenir les composantes à peu près modérées au sein c'est très... Déjà, il faut déjà les trouver, les composantes modérées. Composantes modérées, et puis quoi encore? Je pense qu'ils sont majoritaires, les composantes modérées. C'est pas eux qui font parler le plus de... Voilà, je pense qu'ils sont majoritaires depuis le début. Je veux dire, on a vu toutes ces manifestations. Clairement, on s'est pas fait avoir par les médias ou quoi que ce soit. Oui, mais après, le truc, c'est que on a commencé à aider la révolte uniquement par le biais des monarchies du Golfe qui, elles, ont clairement un regard orienté. Du coup, aujourd'hui, on ne sait vraiment plus à qui on a affaire. On sait plus ce que c'est que la SL. Moi, je suis pas sûr qu'ils soient majoritaires. Enfin, je pense qu'ils étaient majoritaires dans les premières années. Depuis 2013, je suis plus sûr. J'ai l'impression qu'il y a un basculement quand même vers. Moi, j'avais lu qu'il y avait 50% actuellement d'islamistes dans la SL. Bon, après, je sais pas, c'est des chiffres, je sais pas. Il y a pas quelques groupuscules justement qu'on fait scission de la SL. Hein. Oui, mais évidemment, j'avais lu que dans les banlieues de Damas, d'Alep, hein. Mais dans les banlieues d'Alep, il y avait des combats où se retrouvaient à la fois des combattants kurdes, des combattants djihadistes et des combattants on va dire de la SL, ainsi que des combattants de Bachar el-Assad. Ils se foutent dessus avec joie, font des alliances qui durent quelques jours, puis après se refoutent dessus. C'est un beau bordel. Liban, quoi. C'est Beyrouth. Ouais. Bah moi je vois, j'ai des chiffres là. Ils parlent de 80 nationalités différentes parmi la SL.
Et après, bon, ça me semble vraiment excessif, mais 80 à 90% seraient des combattants djihadistes. Alors, je sais pas d'où il sort ces chiffres, si c'est pas des chiffres de Bachar lui-même, mais ça me paraît quand même assez disproportionné. Le problème, c'est que c'est des questions dont on peut difficilement, comme ça, quand on est en plein dedans, trouver des réponses. Et même après, quand les historiens vont s'y pencher, ça va être difficile de démêler le vrai du faux. Donc des chiffres qui sembleraient provenir du régime syrien en place donneraient le nombre de combattants djihadistes membres de la SL entre 80 et 90%. Donc c'est des chiffres qui semblent un peu énormes, avec 80 nationalités différentes qui combattraient. Les chiffres que donne l'ONU sont cependant beaucoup moins élevés et donnent donc 58% de combattants djihadistes, ce qui fait un combattant sur deux à peu près. Donc une source un peu plus objective et peut-être un peu plus sûre, même si on pense que les enquêteurs n'ont pas compté les combattants dans les rues de Damas. Donc peut-être des commentaires par rapport à cela. Non, bah, ça me semble les chiffres de l'ONU me semblent assez fiables pour moi. Ouais, plus en tout cas que les précédents. De toute façon, la mouvance islamiste fonctionne par effet de mode. Quand il y a un mouvement qui obtient des succès, ils vont engranger des combattants. Et s'ils commencent à se prendre une dérouillée, comme au Mali par exemple, ils s'en vont tous vers un autre mouvement. Donc c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de combattants étrangers, mais ils peuvent partir du jour au lendemain aussi. Donc, Moi j'avais vu un article sur les combattantes tunisiennes qui partent en Syrie faire le djihad du sexe en fait, et se prostituent, prostituent pour le djihad aux soldats djihadistes. Des commentaires. C'est original, hein, c'est une interprétation. Ouais, je pense que je vais m'engager dans les mouvements djihadistes. La mouvance djihadiste est tellement pleine de contradictions. Enfin bon. Après peut-être qu'ils attirent les djihadistes justement parce que les rebelles ont pas d'aide, alors du coup ils se portent vers eux pour avoir le soutien et ils comptent finalement les djihadistes parmi les combattants qui n'ont pas forcément une foi très très forte et inspirée, mais qui ont besoin de soutien juste. C'est vrai qu'au final, c'est pour le Syrien qui a envie pour le Syrien qui en ce moment ne peut pas bosser, on va dire normalement, il a le choix entre le camp de Bachar el-Assad où il est armé par les Russes et où il peut se nourrir, ou le camp djihadiste qui lui est fourni par les monarchies du Golfe, et qu'au final s'il choisit le camp démocrate, le camp de la SL qui voudrait mettre une démocratie, il est soutenu par personne. Donc son choix est rapidement fait, je crois. Ouais, on a à peu près fait, je pense, le tour de la question qui est au final sur la présence islamiste au sein des rebelles. Donc on va essayer là de passer à la deuxième question. Bon là qui est une question auquel on a déjà répondu en large et en travers, c'était de Basile. Donc c'est pourquoi tout le monde veut y aller, sous-entendu en Syrie, mais personne ne bouge. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du russe. De Poutine. Le seul unique. Moi, je considère que ça bouge beaucoup, justement, au contraire. Alors, bien sûr, on n'intervient pas, on n'y va pas avec nos gros sabots d'occidentaux, etc. Hollande, il a mis les sabots dans le plat à cause de ça. Ouais, mais bon, niveau habileté, on l'a déjà vu bien mieux que ça, quand même. Oui, c'est pas faux. Mais j'ai l'impression, justement, que ça bouge. À mon avis, on a dépassé le stade où on n'utilise que les monarchies du Golfe comme intermédiaire. Je pense que... moi je suis d'accord avec Segalami, ça bouge beaucoup. D'ailleurs, on l'a vu diplomatiquement, ça fait la une des journaux quand même. Il y avait un intense-bal diplomatique entre les diverses parties en cours. Hein. C'est pas rien. Puis, d'après ce que j'ai compris, on a des soldats sur le terrain, des formateurs, des intermédiaires. Je crois qu'on a des forces spéciales qui sont sous cap.
Bah, les Russes les ont aussi d'une certaine manière. En fait, Il doit y avoir des protègent RG aussi. les Russes, d'après ce que j'ai compris, en fait, protègent leurs bases et également leurs ambassades qui sont juste à côté du quartier présidentiel. Donc, faut un peu la stratégie du hérisson. Ouais, du coup, ils nous font le coup du putsch au Tchad, là. Ouais. Hmm. Et Donc, donc je pense, là, ouais, ça bouge. On va passer à la question suivante. la dernière. Après, moi, peut-être que j'en aurai une. Oui, donc on la fera ensuite. Donc c'est une question de Natsu. Pensez-vous que les interventions en Irak et en Afghanistan menées par les Américains, qui ont eu comme résultat d'un peu s'embourber, ont fragilisé la voie américaine pour choisir si oui ou non il faut intervenir? Ah, ça, on y a déjà répondu tout à l'heure, quand Saganami a donné les chiffres sur la, Ouais, sur la partie, ça, sur la sur la volonté d'intervention des États-Unis. Je pense que ça peut se faire il y a deux niveaux de lecture. D'abord, oui, justement, dans l'opinion américaine ou l'opinion occidentale, plus généralement. Il y a traumatisme. Hein. Quand on est parti au Mali, on se disait, ouais, on va se prendre brûler et tout. Bon, on a vu que c'est pas ce qui s'est passé. Concrètement, oui, l'Occident est très très frileux quand il s'agit d'intervenir maintenant. Et d'ailleurs, il y a un très bon exemple, Cameroun, la Grande-Bretagne. Il y a eu un vote qui a été extrêmement négatif sur une possible intervention en Syrie, qui a mis la Grande-Bretagne hors jeu au niveau diplomatique. Faut pas l'oublier, c'était. C'est pas mal ça quand même. Le grand copain de George Bush. Au moins, ils sont pas ridiculisés comme nous. J'avoue que on a fait fort là. Après, je pense qu'il y a un second niveau de lecture. C'est au niveau international. Est-ce que l'Irak nous a affaibli la voix de l'Occident, la voix de la France, la voix des États-Unis principalement, puisque nous on n'était pas pour l'intervention en Irak. Je pense aussi qu'on est passé pour des gros impérialistes et que tout le monde se méfie dès qu'on se dit on va intervenir, quoi. Clairement aussi. C'est un effet retort. Ouais, ça devient une raison de se défendre et d'utiliser le terrorisme. Je me demande vraiment pourquoi le monde se méfie de l'impérialisme venant de l'Occident. C'est comme s'il y avait eu un précédent. C'est ça. Ils l'ont eu sur le dos pendant un bon moment. Ouais. Donc quelle était ta question, Follet? Ah oui, alors je me posais la question, c'est de savoir est-ce que si on continue comme maintenant, c'est-à-dire on touche rien du tout au cas syrien, est-ce que ça va finir un jour ou l'autre? Est-ce qu'un jour Bachar tombera ou est-ce qu'un jour Bachar arrivera à mater la rébellion pour de bon? Voilà, et si possible dans moi, je pense plus que Bachar soit la clé d'une défaite du camp, on va dire, pro-gouvernement. Je pense que la clé, ouais, si tu sois en Irak, soit en Iran, là, clairement. Soit parce que l'Irak, le conflit s'exporterait de manière très intense en Irak, soit justement parce que l'Iran ferait son grand virage. À voir. En Irak et au Liban, faut pas l'oublier ça aussi. Il y a un potentiel arc de conflit régional qui ferait Liban, Syrie, Irak. C'est l'arc chiite, ni plus ni moins. Voire Bahreïn. Mais oui, inversement, c'est-à-dire les chiites qui. Et au Koweït aussi, Koweït aussi. Et pour le coup, ça risque d'être une guerre extrêmement dure. Hein. Ce serait inédit dans l'histoire et ce serait, à mon avis, de très mauvais augure pour les relations internationales. Oh merde. Qui a quitté? Ah, c'est Guy, excuse-moi. Bon, merci pour est-ce que quelqu'un veut rajouter un pronostic sur l'issue de cette guerre? Je pense qu'au bout d'un moment, on va devoir mêler notre grain de sel fatalement, justement parce que à cause justement de ce positionnement géopolitique de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Je pense que c'est inévitable. Ça sera l'inverse.
Ou l'inverse, oui, on prendra parti pour la Russie, ou justement on dira non à la Russie et faudra qu'on mette un peu les pieds dans le plat. Quoi. Ah, justement, dire oui à la Russie, ça nous mettrait dans une nouvelle position. Est-ce qu'il y a Ouais, mais on pourrait traiter un dossier par rapport à ça, mais la question que je me pose aussi, est-ce que la Russie positionne ses pions aussi, il y a sa flotte, ils vont amener leur porte-avions, leur seul porte-avions au large des côtes. Est-ce que la Russie serait tentée d'intervenir? C'est vrai que c'est je sais pas, on a un accident, je sais pas, genre demain, on découvre que Al-Assad se fait descendre et genre que son camp part en sucette, et que les djihadistes et l'ASL sont en passe de gagner. Qu'est-ce que fait la Russie, hein? Ou alors, Bah déjà, il y a quelques jours, il y a eu un test de missile en Méditerranée, je crois, israélo-américain, et les Russes ont été sur le bord de combat, en vrai. D'après les renseignements qu'ils ont eu, il y a eu vraiment un vrai... Ça rappelle Abel Archer, hein. Non, mais non, ils étaient pas sur le branle-bas de combat contre eux, mais en fait, on sait pertinemment que ils ont plusieurs vaisseaux qui sont spécialisés justement dans la reconnaissance des tirs de missiles et qui préviendraient certainement le régime de Damas de l'imminence de tirs dans leur direction. Après, la question que je me pose, c'est par exemple, si la Russie avait des preuves que le massacre de la Ghouta, le massacre à l'arme chimique, était perpétré par les rebelles. Pensez-vous qu'ils seraient capables de demander une résolution de l'ONU en faveur de l'aide à Bachar al-Assad contre la rébellion? Et qu'est-ce que ça donnera diplomatiquement? Ce serait un sacré troll quand même, hein. Ouais, ce serait, s'ils le font, ce sera à mon avis pour faire un pied de nez plutôt. Je me demande depuis le début pourquoi est-ce que la Russie n'a pas demandé à intervenir. Oui, honnêtement, je pense que c'est une grande question. Non, parce que même une intervention internationale qui après placerait la Syrie sous mandat ou peut-être qu'une part de la réponse tient justement ce que vous a expliqué Zoraï sur ces tractations dans l'ombre entre États-Unis et Russie. Et qui échappe justement en partie à notre analyse. D'ailleurs, apparemment, au G20, ils en ont parlé, Poutine et Obama. On n'y a pas eu beaucoup de... C'était plus ou moins... c'était secret, c'est sûr, mais ça a été parlé, en fait. Ça a été un objet de discussion. Entre Poutine et Obama, directement. Lors de leur entretien, ils en ont parlé. Très clairement, ça a été aussi parlé au fameux repas du soir avec tous les dirigeants. Faut imaginer la grande table avec tous les dirigeants et puis Obama sur un côté et Poutine de l'autre. Faut surtout penser à Hollande au milieu. Bon, vu que je vois que ça commence à partir un peu en cacahuète, je pense que c'est le moment pour tirer notre révérence et mettre un terme à cette conversation et à ce long débat. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que ça va, ouais. Bien. Quelqu'un a quelque chose à dire? Pas de personne qui veut faire le mot de la fin à ma place? Non? Bon. Tu le fais si bien. La Syrie, c'est la merde, mais c'est passionnant à observer. Voilà. C'est bien, non? C'est toujours passionnant de regarder les gens se faire tuer de toute manière. Oui. Ouais, les Russes prouvent qu'ils sont très bons aux échecs. Non, je t'ai déjà dit que c'était un coup des Américains. Ou au troll international. Bon, Pour alors... finir avec une bonne blague de merde. Que ce soit un coup des Américains ou non, le fait est que les Occidentaux interviennent pas, donc c'est bénéf pour la Russie. On peut peut-être conclure au lieu de faire des propos plus vaseux les uns que les autres. Bon, bien merci à tous d'être venus pour participer à ce petit débat. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine si tout va bien pour un nouveau débat. Le thème sera indiqué dans la description, ne vous en faites pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire aussi. Ou me les envoyer en MP YouTube, ça marche aussi. Enfin, vous faites comme vous voulez. Toujours est-il que merci d'avoir suivi ce débat sur
un thème très actuel, même si on a passé le point chaud, on va dire. Et portez-vous bien. Moi, je dis au revoir à tous les participants, tous les intervenants. Merci d'être venus et d'avoir bien animé quand même. Tout seul, j'aurais pas pu faire grand-chose. Allez, salut. 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 Salut.